Bienvenue, Aim Eggery. Je suis votre conteur ce soir, ici pour vous guider vers un sommeil profond et paisible. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus d'histoires avant de dormir. Dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez et quelle heure il est. Et si une histoire en particulier vous intrigue, je serai ravi de l'entendre. Je n'avais jamais prévu de travailler dans une pizzeria à presque 30 ans. Franchement, je pensais en être sorti à 21 ans. Mais la vie ne vous laisse pas toujours choisir vos chapitres. Parfois, elle vous en balance un en pleine figure et dit « lis ça, l'idiot ». Les gens qui n'ont jamais travaillé dans la restauration pensent que la livraison de pizza, c'est juste rouler en écoutant de la musique et empocher des pourboires. Non, c'est des nuits tardives, des clients bizarres, des quartiers louches et assez de moments gênants dans les allées pour remplir 3 vies. Mais mon endroit, la Firel Pizza Company, à Cedar Falls, en Oklahoma, était différent. Nous avions une réputation, une promesse, une règle sacrée, 0 erreur de commande. Notre manager, Ronnie, un ancien second ligne de lycée avec une moustache plus épaisse que sa patience, avait accroché un panneau rouge géant derrière le comptoir, 237 jours sans erreur. Si quelqu'un se trompait, le compteur revenait à 0, et le fautif devait subir une pénitence. Certaines étaient drôles, comme porter un tutu pendant un service. D'autres, c'était l'enfer, comme nettoyer toutes les hottes graisseuses à 2 heures du matin. Ce soir-là, tout a basculé à 17h52. Un mercredi calme. J'étais adossé au frigo à soda, en train de scroller sur mon téléphone, quand l'imprimante a craché une commande. « Yo, vieux !» a lancé Jordi, 22 ans, qui se croyait drôle parce qu'il avait 7 ans de moins que moi. « C'est pour toi. » J'ai attrapé le ticket, une grande pizza fromage, des nœuds à l'ail, une salade maison sans tomate. Nom sur le ticket, Aubray-Asquin. Adresse, Hickory Bend Lane, un quartier tranquille et propre. Facile, ai-je murmuré. Talia a glissé la pizza dans une boîte et m'a lancé. Vérifie les garnitures. Ronnie va pleurer si le tableau revient à 0 aujourd'hui. J'ai vérifié. Double fromage, doré à la perfection, des fils qui s'étiraient comme dans une pub. Parfait. J'ai tout emballé, attrapé le sac isotherme, et je suis sorti vers ma Honda grise, usée jusqu'à la corde. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'un orange doux. Les soirs en Oklahoma ont quelque chose de particulier, comme si le monde retenait son souffle. Je n'ai pas su, à ce moment-là, que c'était un avertissement. La rencontre avec Aubray. En arrivant à Hickory Bend Lane, tout semblait paisible. Le genre d'endroit où les gens laissent leur garage ouvert et font confiance à leurs voisins. J'ai garé la voiture et j'ai vu une femme décharger un coffre. 2 enfants en sont sortis, l'un d'environ 10 ans, l'autre 8. La femme s'est retournée en entendant ma portière claquer. Elle avait une coupe au carré parfaitement coiffée, des vêtements de sport chers, et un visage qui aurait pu couper du verre si elle vous lançait un regard noir. « Bonsoir », ai-je dit poliment, tenant le sac chaud. « Pizza Firel, pour Aubray. » Elle a soupiré comme si ma simple existence était une nuisance. « Vous êtes en avance », a-t-elle sifflé. J'ai cligné des yeux. Il est 17h14. Notre heure d'arrivée prévue était 17h20. Être en avance, c'est généralement bien. Ses yeux se sont rétrécis. Son œil gauche a tressailli. Ma mère va péter un câble, a chuchoté son fils. Aubray lui a lancé un regard qui m'a glacé le sang. J'ai tendu les nœuds à l'ail. Elle a ouvert la boîte instantanément, comme si elle s'attendait à y trouver un rat en train de faire du yoga. Elle les a reniflés, en a pincé un entre ses ongles comme s'il était radioactif. « C'est bon », a-t-elle dit à contre-cœur. « Et la salade ?» Je la lui ai passée. Elle l'a ouverte, a étudié chaque feuille individuellement. « Il n'y a pas de tomates », a-t-elle dit. « C'est ce que vous aviez demandé », ai-je répondu. « Je sais », a-t-elle sifflé. « Je m'assure que vous le savez. » J'ai hoché la tête. « Bien sûr. »« Normal, quoi ?» Puis elle a soulevé le couvercle de la boîte à pizza. La vapeur s'est échappée, emportant cette odeur parfaite de beurre et de fromage que tous les amateurs de pizza connaissent. Les enfants ont illuminé. « Oui », a dit le garçon. Explosion de fromage. Mais Aubray, son visage est devenu rouge. Pas rouge de gêne. Pas rouge de fatigue. Rouge de folie. Il n'y a pas de jambon sur cette pizza. J'ai cligné des yeux, confus. Elle avait commandé une double fromage, rien d'autre. C'est exact, ai-je dit prudemment. Regardez le ticket. Sa voix est tombée à un chuchotement mortel. J'ai commandé du jambon. Je sais ce que j'ai commandé. J'ai tourné le ticket vers elle.
Grande pizza fromage, extra mozzarella. Ses yeux se sont agrandis de fureur. Vous me traitez de menteuse. Non, madame. J'ai commandé du jambon. A-t-elle hurlé si fort que son fils a sursauté. Sa fille a tiré sur sa manche. Maman, c'est bon. On aime comme ça. Non, Owen n'aime pas. La fille a commencé à pleurer. Le garçon a reculé comme s'il avait déjà vu ce film. J'ai senti la première pointe d'inquiétude. Quelque chose n'allait pas. Le genre de pas bien que vous sentez dans la poitrine avant qu'un drame ne se produise. Madame, nous avons une politique. Si nous avons fait une erreur, même une seule garniture, vous obtenez toute la commande gratuitement. Aubrey m'a regardé avec une haine, telle que j'aurais aussi bien pu avouer avoir empoisonné son chien. Je ne la veux pas gratuitement, a-t-elle hurlé. Je veux le jambon. Puis elle a lancé toute la boîte de pizza à mon visage, de toutes ses forces. Le fromage chaud m'a claqué la joue. Le carton m'a frappé le nez. J'ai reculé en jurant. Ses enfants ont hurlé. Sa fille a crié « Maman, arrête !» Aubrey m'a pointé du doigt avec des mains tremblantes et a hurlé « Vous avez gâché ma soirée. Vous avez tout gâché. » J'ai essuyé le fromage fondu sur ma peau et j'ai pris une inspiration. Je peux retourner en faire une autre. Sans frais. Juste, détendez-vous. Elle m'a coupé en se ruant sur moi, littéralement en chargeant. Ses ongles manucurés ont brillé dans les derniers rayons du soleil comme des griffes. J'ai levé les bras. Elle a lacéré ma joue, assez fort pour que ça pique. Et, ai-je crié. Madame, arrêtez. Son fils a crié, maman, non. S'il te plaît, non. Mais elle n'a pas arrêté. Elle a visé mes yeux ensuite. J'ai fermé les paupières et j'ai senti ses ongles défleurer mon sourcil. J'ai entendu des pas courir au loin. Une voix a crié « Recule, folle !» Quelque chose de lourd et massif a percuté Aubrey sur le côté. C'était une femme, une voisine que je n'avais jamais vue. Large d'épaules, vêtue d'un vieux t-shirt Metallica, des tatouages sur les deux bras. Elle a littéralement plaqué Aubrey dans les poubelles de recyclage. Les canettes ont teinté. Une bouteille en plastique a volé. Aubrey a hurlé comme un animal. La voisine a saisi ses poignets et a crié « Appelez les flics, bon sang !» Un homme a couru vers une maison en hurlant pour quelqu'un nommé Monsieur en lait. J'ai reculé, haletant, la joue brûlante là où ses ongles m'avaient griffé. Aubrey s'est relevé d'un bond et a sprinté vers la voisine, tenant quelque chose de brillant. Ses clés. Elle les tenait entre ses doigts comme une arme. Un sang de fortune. Non, ai-je murmuré. Pas question. J'ai plongé par instinct, j'ai saisi son bras en plein élan et j'ai poussé fort. Je ne sais pas ce que j'ai fait exactement. La panique vous donne une force étrange. Mais elle a plié, haletante, et est tombée sur la pelouse. Les enfants ont acclamé. Absolument réel, ai-je pensé. La voisine s'est assise sur elle fermement jusqu'à ce que les voitures de police arrivent. Les policiers nous ont séparés, ont pris nos déclarations, photographié ma joue griffée, et ont emmené Aubrey à l'arrière d'une voiture de patrouille. Elle n'a pas arrêté de hurler tout le temps. « Tu crois que tu es en sécurité ? Tu crois que c'est fini ? Je sais ce que j'ai commandé. » Puis le mari est arrivé. Son ex-mari, Sawyer Askin, un homme à l'air épuisé dans un costume froissé, les cheveux en désordre comme s'il avait couru dans le vent. Il a immédiatement rassemblé ses enfants, les serrant fort. La fille a pointé vers moi. Elle m'a griffé le visage. Sawyer m'a regardé avec une excuse silencieuse, comme s'il avait vécu ça 100 fois. « Je suis désolé », a-t-il dit doucement. Elle n'allait pas bien. Un des policiers a hoché la tête. On est au courant. Elle est passée par ici le mois dernier aussi. Plus tard, Sawyer m'a expliqué qu'Aubrey était tombé dans une addiction profonde. Mélange de médicaments sur ordonnance et de pilules énergétiques, un divorce, des batailles judiciaires, des crises émotionnelles, des épisodes violents, et ce soir était sa descente aux enfers. Je me suis juste trouvé être l'âme malchanceuse sur son pas de porte. Aubrey n'est pas allée en prison. Elle a fini dans un établissement psychiatrique pour traitement. Les enfants sont partis avec leur père définitivement. La voisine, Donna Ray, est devenue une habituée de la Firel Pizza. Elle entrait en disant « Alors, Scarface », même si je n'avais qu'une petite cicatrice. Ronnie, surprenant, ne m'a pas fait subir la pénitence. Écoute, gamin, se faire griffonner comme un ninja, c'est déjà une punition suffisante. On a remis le compteur à 0 quand même. 0 jour sans erreur. Parce que techniquement, oui, le jambon n'y était pas. Mais aucun de nous n'a plaisanté à ce sujet cette nuit-là. Voir ce genre de chaos brut vous marque. Ça reste en vous. Maintenant,
Chaque fois que je conduis au crépuscule, il y a un moment, juste une fraction de seconde, où je ralentis, je regarde autour de moi, et je me souviens de la rage dans les yeux d'Aubrey. Tout ça pour une garniture manquante, une erreur humaine. C'est étrange de réaliser à quel point on peut frôler le vrai danger pour quelque chose d'aussi petit, d'aussi stupide, d'aussi oubliable pour tout le monde sauf pour celui qui l'a vécu. Moi, je livre toujours des pizzas. Je vérifie toujours chaque commande 2 fois, parfois 3, parce qu'on ne sait jamais quelle porte est normale et laquelle cache une bombe prête à exploser. Je n'aurais jamais cru qu'un boulot de livreur de pizza me hanterait pour le reste de ma vie. Mais me voilà, des années plus tard, me réveillant encore certaines nuits avec le cœur battant comme s'il voulait s'échapper de ma poitrine. Je m'appelle Tucker Eye, j'avais 28 ans à l'époque. Après avoir abandonné les cours en ligne de comptabilité à la fac, parce que franchement, je n'étais pas fait pour ça, peu importe le nombre de fois où je me suis dit que je pouvais tenir, j'ai pris un job à Slice Street Pizza, une petite pizzeria familiale coincée entre un magasin de vape et un Radio Shack fermé. Le genre d'endroit qui sent le mozzarella brûlé et l'eau de javel, où les carreaux du sol sont plus vieux que les ados qui pétrissent la pâte à l'arrière. Ça payait à peine, mais les pourboires sauvaient parfois mes fesses. Mon manager, Reggie Barnes, disait toujours la même chose. « Tuck, les gens deviennent bizarres après minuit. Si tu dois livrer après 12 heures, laisse ton moteur tourner et ne prends pas d'argent liquide de quelqu'un qui ne peut pas te regarder dans les yeux. » L'homme parlait comme si c'était des versets d'évangile. Nous avions nos habitués, des fumeurs, des infirmières épuisées de la clinique, des vieux couples qui ne dormaient pas et voulaient quelque chose de chaud à manger. Rien d'inhabituel. Enfin, c'est ce que je pensais. C'était un jeudi soir, fin octobre, le genre où l'air vous pique les joues comme des aiguilles glacées. Je m'en souviens parce que les Phillies venaient de perdre le match de play-off et que Reggie arpentait les lieux comme si on lui avait volé son camion. J'étais le seul livreur de service. L'autre gars, Brison, avait appelé à la dernière minute en prétendant s'être foulé le dos en éternuant. Ouais, c'est ça. Vers 23h43, le téléphone de l'accueil a sonné. Reggie a décroché et m'a lancé un regard bizarre. Pas effrayé, juste confus. Ouais, on livre. Oui. L'adresse? Vous êtes sûr? D'accord. Ça sera environ 40 minutes. Il a raccroché, s'est gratté l'arrière de la tête et a marmonné. Putain, c'est bizarre, ça. Où ça? Ai-je demandé en enlevant les attaches des boîtes à pizza. Reggie a relu l'adresse sur le ticket. 47, Brookside Lane. Maison au bout de l'impasse. Pas de lumière sur le porche. Le client veut une grande pepperoni, extra croustillante, et un 2 litres de coca. Payé en casse. Qu'est-ce qui est bizarre? Reggie s'est penché. Cette maison, Tuck. Cette route est vide depuis l'incendie. J'ai cligné des yeux. Quel incendie? Avant que tu nous rejoignes. Un gros. Toute l'extrémité de la route a brûlé. Ils ont dit que c'était électrique. La maison n'a pas été habitée depuis des années. Alors, peut-être que quelqu'un a emménagé. Il n'avait pas l'air convaincu. Ou peut-être que c'est un idiot qui nous fait marcher. Il m'a tendu le sac à pizza quand même. Fais gaffe. J'ai haussé les épaules. J'étais déjà allé dans des endroits bien pires. Mais quelque chose dans sa voix m'a marqué alors que je partais dans la nuit. Ma voiture, une Honda Accord 2009 rouillée avec des portières qui ne correspondaient pas, a toussé avant de démarrer. Le ciel était brumeux, comme si le monde retenait son souffle, et les rues étaient plus vides que d'habitude. En roulant à travers Ridgebrook, les réverbères scintillaient comme des lucioles mourantes. Même l'air semblait lourd. Quand j'ai tourné dans Brookside Lane, mon GPS est devenu fou. L'écran a bugué, tourné, puis s'est figé complètement. Super, ai-je murmuré. Seules 2 maisons avaient des lumières allumées. Les autres étaient sombres, condamnées ou à moitié effondrées. Ça ressemblait à un quartier en attente de mourir. Le cul-de-sac était plongé dans le noir. Mes phares ont balayé la boîte aux lettres. 47 Brookside. Really, Tordu. Des toiles d'araignée. J'ai ralenti la voiture, puis je l'ai vu. Un homme se tenait sur le porche, grand, mince, immobile. Il portait ce qui ressemblait à une vieille veste de livreur, d'un endroit qui n'existait plus. Je pouvais distinguer des lettres délavées sur la poitrine, Hot End Ready Courrier. Cette chaîne avait disparu à la fin des années 90. Il ne bougeait pas, ne faisait pas de signes, ne s'approchait pas, se contentait de rester là. Bon, d'accord, ai-je murmuré. Flippant, mais bon. J'ai attrapé le sac à pizza et le coca, et je suis sorti. Les feuilles sur le sol ont craqué anormalement fort. La maison sentait le bois brûlé et quelque chose d'aigre, comme des fruits pourris.
Et, mec, ai-je appelé? Commande pour. J'ai vérifié le ticket. Pour Clayford. L'homme n'a pas répondu. Il a juste incliné la tête lentement, comme une marionnette. Ça m'a instantanément mis mal à l'aise. De plus près, j'ai remarqué d'autres détails. Sa veste était déchirée à la manche. Son pantalon gauche était boueux, d'une nuance de boue qui n'était pas normale, comme s'il avait été traîné dans une vieille, très vieille terre. Et sa main visible semblait brûler. J'ai forcé un sourire. Grande pepperoni, extra croustillante, et votre coca. Il a enfin parlé, mais sa voix. C'était comme si quelqu'un parlait à travers du verre brisé. Tu as aimé ta soirée. J'ai cligné des yeux. Ois. E sapos. Vous voulez la pizza? Il ne l'a pas prise. Au lieu de ça, il s'est penché légèrement en avant. Je peux te demander quelque chose, livreur? Bien sûr, ai-je dit, essayant de ne pas reculer. Ses yeux n'étaient pas normaux. L'un semblait normal. L'autre était soit endommagé, soit manquant. Est-ce que tu entends des choses? A-t-il chuchoté. Dans le fond de ta voiture, quand tu es seul. Les poils de mes bras se sont dressés. Quoi? Ai-je dit doucement. Il a continué, sa voix tremblant comme une interférence. Des petits coups sous les sièges. Quelqu'un qui chuchote ton nom. Non, ai-je dit fermement. Écoutez, si vous ne voulez pas la pizza, je vais. Il a soudain fait un pas en avant. Rapide. Trop rapide. J'ai trébuché en arrière. Il a levé la main comme s'il pointait quelque chose derrière moi. Tu n'aurais pas dû venir, a-t-il dit d'une voix basse. Pas ce soir. Mon souffle s'est bloqué. Quoi? Pourquoi? Sa bouche s'est tordue en quelque chose qui n'était pas un sourire. Ils ont déjà passé la commande. Et tu es le dernier à livrer après minuit. De quoi vous parlez? Ai-je chuchoté. Il a pris une inspiration tremblante. Tu 2 Coter. Livre-o. Quand tu te retourneras, n'ouvre pas la boîte. Une bouffée d'air froid m'a frappé la nuque. Pourquoi? Ai-je demandé, mais il n'a pas répondu. Parce que quelque chose d'autre l'a fait derrière moi, en direction de ma voiture. Toc toc toc, sur la vitre arrière. Je me suis retourné si vite que mes chaussures ont glissé sur le béton, mais il n'y avait rien. Juste ma voiture vide. L'homme sur le porche a aspiré une respiration tremblante. Ils sont en avance. Qui est en avance? Ai-je sifflé. Il a hoché la tête vers la boîte à pizza. Ils suivent la chaleur, la nourriture, les livreurs. C'est toujours les livreurs. J'ai reculé. Non. Je m'en vais. Mais avant que je ne me retourne, il a tendu la main et m'a saisi le poignet. Sa main était glacée, comme de la glace de congélateur, comme s'il n'avait pas été chaud depuis des années. Sa voix s'est brisée. Ne la mange pas, mon cœur a chuté. Quoi? Il a pointé la boîte à pizza. Quelqu'un essaie toujours, et ils finissent toujours comme moi. Je l'ai regardé. Comme vous, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il a regardé vers le côté de la maison, les yeux écarquillés. Ils sont là. Et puis, toc toc toc. Cette fois sur le capot de ma voiture. Toc toc toc, sur le métal, comme si quelqu'un frappait avec un objet dur. J'ai reculé, me dégageant de sa prise. L'homme a chuchoté. Pars. Pars maintenant. J'ai sprinté. J'ai jeté le sac à pizza dans la voiture. Au moment où j'ai claqué la portière, quelque chose a heurté violemment le pare-chocs arrière. Je n'ai pas regardé. J'ai reculé si fort que les pneus ont hurlé. L'homme était toujours sur le porche, me regardant avec cet œil unique alors que je m'éloignais, la brume l'avalant. Et juste avant que la route ne tourne, j'ai juré l'entendre crier « Ne regarde pas dans la boîte ». Chaque instinct me hurlait de m'arrêter pour reprendre mon souffle. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne le pouvais pas. Chaque ombre sur la route semblait bouger, comme si quelque chose me suivait. Parfois, j'aurais juré entendre des tapotements à l'intérieur du sac. Quand je suis enfin arrivé au magasin, j'étais trempé de sueur. J'ai fait irruption par la porte de derrière. Reggie a levé les yeux. Tuck, qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? J'ai posé le sac à pizza sur le comptoir de préparation. Il faut que tu vois ça, ai-je dit en tremblant. Il a froncé les sourcils et a ouvert le sac lentement, avec précaution. La boîte à pizza à l'intérieur semblait normale. Pas de bosse, pas d'éraflure. Reggie m'a lancé un regard. Tuck, ça va? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Ouvre-la, ai-je chuchoté. Il a roulé des yeux et a soulevé le couvercle, puis a reculé si violemment qu'il a heurté le mur. Putain de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? À l'intérieur, ce n'était plus une pizza.
Plus du tout. C'était pourri, noir, grouillant. Des asticots pullulaient sur la croûte. Le fromage avait fondu en une boue malodorante. Les pepperonis s'étaient transformés en des poches cloquées, comme des infections cutanées. Reggie a eu un zo le cœur. J'ai détourné le regard. Puis il a remarqué autre chose. Gravé à l'intérieur du couvercle avec quelque chose de tranchant, ne livre plus. Reggie M.A. Regard, pale. Tuck. Qui a écrit ça? J.I. avalé ma salive. Le client, ai-je chuchoté? Ou peu importe ce que c'était. Reggie a claqué la boîte. C'est bon. On a fini de livrer ce soir. J'ai hoché la tête. J'étais déjà en train d'enlever mon tablier. Oais. Y rentre. En marchant vers ma voiture, une bourrasque froide m'a frôlé, emportant une odeur de fumée et de quelque chose d'autre, un murmure, mon nom, doux, brisé, comme si quelqu'un parlait à travers des dents fissurées. Tucker. Je me suis figé, lentement, j'ai regardé en arrière. Il n'y avait personne sur le parking, juste ma vieille Honda garée sous un réverbère éteint. Même maintenant, je ne sais pas si je l'ai imaginé ou si quelqu'un se tenait juste à la limite de l'obscurité, à m'observer, attendant le prochain livreur. Ils attendent toujours les livreurs. J'ai démissionné 2 semaines plus tard. Je n'ai plus livré une seule boîte depuis, mais parfois, tard dans la nuit, je jure encore entendre des coups sur la vitre arrière. Je livre des pizzas à Ridgeway, en Pennsylvanie, depuis presque 5 ans. Et pendant tout ce temps, j'ai vu des trucs vraiment bizarres. Des pères ivres répondant à la porte en caleçon. Des ados défoncés me donnant des quartiers couverts de résine de bang. Des vieilles dames jurant n'avoir rien commandé, mais discutant pendant 10 minutes des coupons. Mais rien, absolument rien, ne s'approche de ce qui s'est passé ce soir-là sur Hollow Creek Road. Les gens pensent toujours que le boulot de livreur, c'est facile. Conduit, frappe, sourit, donne la nourriture. Mais c'est un job qui vous propulse dans la vie des gens, ne serait-ce qu'un instant. Vous voyez comment ils vivent, comment ils parlent, ce qu'ils cachent. Et j'ai appris très tôt qu'on ne peut rien deviner de l'extérieur d'une maison. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, il y a une chose que vous devez savoir sur moi. Je m'appelle Gélène Rowe. J'ai grandi pauvre comme Job. Ma mère enchaînait les doubles shifts dans un dîner. Mon père avait disparu avant que je puisse me souvenir de lui. J'ai commencé à livrer des pizzas à 17 ans, juste pour aider à payer le loyer, en pensant que ce serait temporaire. Mais la vie a une drôle de façon de vous coincer là où vous ne l'attendez pas. Cette nuit-là a commencé comme n'importe quel autre vendredi pluvieux à Ridgeway. La pluie tombait comme une malédiction. Des gouttes épaisses et glacées qui rebondissaient sur le bitume avec assez de force pour faire un bruit. Le genre qui fait grincer vos chaussures pour le reste de la soirée. À l'intérieur de Big Jack's Pizza, les fours ronronnaient. La chaleur repoussant l'orage qui s'annonçait chaque fois que la porte s'ouvrait. Ma collègue Laurie lançait la patte en l'air en jurant entre ses dents. « La pluie va tuer les pourboires ce soir », a-t-elle dit. Les gens ne donnent pas de pourboire sous la pluie. Ils pensent que t'es étanche. Je serai content si mes freins survivent. Ai-je répondu en attrapant un bon de livraison. Commande, une extra large saucisse oignon, des nœuds à l'ail. Adresse, 1129, Hollow Creek Road, nom du client. Hollow Creek Road. J'ai figé une seconde. Personne ne commande de là-bas. Toute la rue n'était pratiquement que bois, marais et 2 granges abandonnées, et une maison, si on peut appeler ça une maison. Les gens en ville chuchotaient parfois à son sujet, mais personne ne connaissait la vraie histoire. « Ça va ?» a demandé Laurie en faisant glisser la boîte. « Ouais, ai-je menti? J'aime juste pas ce coin. » Elle a haussé les épaules. « Prends la lampe torche de la boîte. » Il y a genre 2 réverbères là-bas, et les 2 clignotent comme s'ils étaient possédés. Ça n'aide pas, Laurie, mais j'ai quand même attrapé le sac, remonté ma capuche, et je suis sorti dans la pluie qui me piquait la peau comme des aiguilles. Plus je m'éloignais de la ville, plus tout devenait sombre. Les réverbères sont passés d'un blanc vif à une lueur jaune maladive. Les interférences de la radio ont grandi jusqu'à noyer la musique. Quand j'ai tourné dans Hollow Creek Road, mon GPS a clignoté comme s'il mourait. Bien sûr. L'asphalte est devenu rugueux, fissuré, humide, couvert de branches tombées. Mes essuie-glaces luttaient pour suivre le rythme de la pluie. Chaque arbre le long de la route semblait pencher vers ma voiture, comme s'il chuchotait des secrets. Et puis je l'ai vu. La maison, si on peut appeler ça une maison. En retrait derrière un portail rouillé, l'endroit avait l'air d'avoir été construit dans les années 40 et jamais retouché depuis. Le porche s'affaissait. Les fenêtres étaient condamnées de l'intérieur. Une seule lumière de porche clignotait comme si elle se battait pour sa vie.
Pourquoi diable quelqu'un vit ici? Ai-je marmonné. Mais une commande est une commande. J'ai garé la voiture, attrapé les pizzas, et je suis sorti sous la pluie. Le portail était à moitié ouvert, grinçant dans le vent. J'ai marché à travers, mes chaussures s'enfonçant dans la boue. À mi-chemin de la cour, je l'ai entendu. Top, top, top. Venant du porche. J'ai figé. Mais ce n'était pas des pas. C'étaient des ongles tapant lentement contre le bois. Un frisson m'a parcouru l'échine. Bonjour, ai-je appelé. Pas de réponse. Je me suis approché et le tapotement s'est arrêté instantanément, comme si la personne m'avait entendu. J'ai monté les marches du porche. Les planches ont gémi sous mon poids. Avant que je ne puisse frapper, une voix de femme a flotté à travers la porte, douce, sucrée et tremblante d'excitation. Un instant, mon chéri. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Sa voix avait cette qualité tremblante et haletante, comme si elle essayait de sonner gentille, mais ne s'en souvenait plus. La poignée de porte a grincé, puis a lentement tourné, et la porte s'est ouverte. La femme qui se tenait là était grande, trop grande, environ 1,80 m, peut-être plus. Elle portait une robe bleue délavée qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus petit. Ses épaules tendaient les coutures. Ses bras étaient longs et pâles, les veines visibles sous la peau. Ses cheveux étaient une perruque. J'ai pu le voir instantanément. Un blond sale glissant d'un côté. Son maquillage était étalé sur son visage, comme s'il avait été appliqué dans une voiture en mouvement. Le rouge à lèvres couvrait plus ses joues que ses lèvres. Le fond de teint était appliqué en couches épaisses qui craquaient quand elle souriait. Mais c'est le sourire qui m'a le plus frappé. Il n'atteignait pas ses yeux. Il ne semblait même pas humain. « Oh mon Dieu !» a-t-elle dit, « Tu es bien plus jeune que je ne le pensais. » Extra large saucisse oignon. Ai-je dit, ma voix tremblant plus que je ne l'aurais voulu. Ses yeux se sont illuminés. Oui, oui, mon chéri. Entre. Tu dois être trempé. Je vais bien ici, ai-je dit rapidement. Son sourire a tressailli, puis s'est figé, avant de disparaître complètement. Tu ne veux pas être impoli, n'est-ce pas? A-t-elle demandé, sa voix devenant plus grave. Non, non, madame. C'est juste la politique de l'entreprise. Je ne peux pas entrer. Son expression a changé lentement, de manière dérangeante, comme si elle devait réfléchir à ce qu'une réaction normale était censée être. « Oh, la politique !» a-t-elle répété. Puis elle a ri, d'un rire aigu, trop aigu. « Viens, mon chéri, je vais te donner un pourboire. Un pourboire très spécial. » Elle a fait un pas en avant. J'ai reculé. Je peux prendre le paiement ici, en cash ou par carte. Son visage a changé à nouveau. Cette fois, il s'est durci. Sa voix a baissé d'une octave. Toute douceur avait disparu. « Vous, les garçons, a-t-elle grogné, vous pensez toujours pouvoir rester là et me juger. J.I. avalé ma salive. Je ne juge personne. Oh, mais si, a-t-elle sifflé, comme les autres. Elle a tendu la main vers moi. Sa main était énorme, ses doigts longs, ses ongles rouges mais ébréchés. Un ongolman quite, revelant un doit ronge, irregulier. J'ai reculé à nouveau. Elle a avancé. La pluie martelait le porche. La lumière clignotait. « Madame, s'il vous plaît, appelle-moi à Laura », a-t-elle chuchoté. Tout le monde le fait. Tout le monde qui vient ici. Je veux juste les 31,70 $. Alora a quelque chose de mieux que de l'argent. Avant que je ne puisse réagir, sa main a jailli et a saisi ma manche. Forte. Trop forte. Sa prise était comme du fer. Entre, a-t-elle dit. Lâchez-moi. J'ai tiré mon bras avec force. Elle a trébuché un peu mais n'est pas tombée. Sa perruque a glissé complètement sur le côté maintenant, révélant des plaques de cheveux foncés et inégaux en dessous. Son rouge à lèvres s'est encore plus étalé alors qu'elle souriait largement. Les autres garçons ont aussi lutté, a-t-elle dit entre ses dents, mais Talora s'occupe d'eux. Il crie toujours au début. J'ai lancé le sac à pizza contre sa poitrine et j'ai bondi en bas des marches. Derrière moi, j'ai entendu la porte moustiquaire claquer, puis des pas lourds. « Reviens ici !» Sa voix a tonné, profonde, masculine, furieuse. « Tu ne m'as pas encore remercié. » J'ai couru à travers la boue qui a failli avaler mes chaussures. Mes clés m'ont glissé des mains une fois, deux fois. La pluie dans mes yeux, dans ma bouche, mon cœur battant si fort que j'entendais à peine autre chose. Mais j'ai entendu ces pas, mon Dieu, je les ai entendus. Pas en courant. Enchargent. J'ai pratiquement plongé dans ma voiture, claquant la porte alors qu'elle atteignait l'allée. Sa paume a frappé la vitre.
arrière si fort que le verre a tremblé. J'ai tourné la clé. Le moteur a toussé à nouveau, puis a rugi. J'ai reculé si vite que j'ai failli heurter un arbre. Elle se tenait au milieu de la route, trempée, sa perruque dans une main, son maquillage coulant comme du sang, sa robe collée à son imposante silhouette. Elle a hurlé après moi, « Vous, les garçons, vous suppliez toujours pour votre pourboire quand j'ai fini avec vous. » Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit directement à la station Shell de la route 219, garée sous les lumières fluorescentes, et appelé la police avec des mains tremblantes. Ils sont allés à la maison. Ils n'ont rien trouvé. Pas de femme, pas de perruque, pas de maquillage, pas de robe. Mais ils ont trouvé quelque chose dans la pièce du fond. Un porte-manteau rempli d'uniformes de livraison de tout le comté. DoorDash, Papa John's, Domino's. Des endroits locaux que je n'avais jamais entendus. Tous nettoyés, tous repassés, tous à la taille de jeunes hommes. Et dans un coin, un bocal en verre rempli de permis de conduire. J'en ai reconnu 2 immédiatement. Des gars que je connaissais d'un autre magasin. Des gars qui avaient disparu l'année dernière. La police m'a dit de rentrer chez moi et de ne pas en parler. Les petites villes cachent des choses. Toujours. J'ai démissionné le lendemain matin. Maintenant, je travaille dans un bureau terne, à boire du café brûlé et à écouter des clients crier dans des casques. C'est sûr. Mais certaines nuits, quand la pluie frappe violemment les fenêtres et que les lumières clignotent un peu, je jure entendre sa voix à nouveau. Douce au début, puis profonde, brisée, affamée. Tu n'as jamais eu ton pourboire, mon chéri. Et Dieu sait que je ne le veux jamais. Je n'aurais jamais cru qu'une simple livraison de pizza pourrait faire dérailler ma vie. Je m'appelle Irvin Walker, j'avais 22 ans à l'époque, et je vivais du côté ouest de Clover Ridge, dans l'Indiana, l'un de ces petits villages tranquilles du Midwest où tout le monde se salue, même si on se déteste en secret. Ma vie n'était pas glamour. Je n'étais pas un héros. Je n'étais pas non plus un gamin perturbé. Juste un gars qui payait son loyer et essayait de ne pas se noyer sous les factures. Je travaillais comme livreur pour Rusty Brick Pizza, un boui-boui familial délabré avec des néons clignotants et une énorme tranche de pizza en fibre de verre sur le toit qui grinçait chaque fois que le vent la frappait. Les gens pensent toujours que la livraison de pizza, c'est juste des rires, des pourboires et du fromage brûlé. Mais ceux qui ont travaillé de nuit savent la vérité. Les vrais trucs bizarres arrivent quand les rues se vident. Avant d'en arriver à la nuit où tout a basculé, je dois rendre hommage aux personnes impliquées et vous dire comment tout a commencé. Parce que rien de tout ça n'a de sens sans connaître les gens derrière. Radoslav Radović. Un immigrant serbe, la cinquantaine bien sonnée. Maigre mais solide, comme un vieux moteur diesel. Il parlait comme si la vie l'avait frappé avec une barre de fer, mais il souriait quand même. Irvin, mon gars, le four, c'est la vie. Le four, c'est la vérité. Le four révèle le caractère. Il était dur, drôle et chaleureux. Il me tapait sur l'épaule à chaque shift, me racontait des histoires de chez lui, la plupart sonnant comme un documentaire de guerre plutôt qu'une anecdote de cuisine. Il me traitait comme un fils. En quelque sorte, mieux que mon vrai père ne l'a jamais fait. Deuxième personnage, Lucas, son fils. Pas du genre amical. Lucas ne souriait pas, ne plaisantait pas, n'expliquait rien. Il était bâti comme un frigo avec des bras, des tatouages remontant jusqu'à son cou et une voix assez grave pour faire trembler la caisse enregistreuse. Il n'était pas méchant, juste froid, tout en affaires, toujours à surveiller la porte, toujours à vérifier son téléphone. La rumeur en ville disait que Lucas avait des activités parallèles louches. Je ne fouillais pas, ce n'était pas mon problème. J'avais besoin du boulot, j'avais besoin de l'argent, et Roto gardait les choses légères entre nous. Troisième personnage, moi. Le bon gars qui ne voulait pas d'ennui. Mais Rusty Brick n'était pas qu'une pizzeria. C'était un endroit où les mauvaises personnes passaient par la porte de derrière, chuchotaient à Lucas, attrapaient une enveloppe matelassée et disparaissaient. Je n'étais pas stupide. Mais comme je me le disais toujours, pas mes affaires, pas mon problème. Spoiler, j'avais tort. C'était un vendredi, le genre de soirée où toute la ville semblait ivre, bruyante et vivante. L'air sentait la bière, le caoutchouc brûlé et le barbecue du voisin. Une nuit typique du Midwest. On était débordés. Irvin, commande prête. Ticket 214. A crié Roto depuis la cuisine, faisant glisser une boîte sur le comptoir. J'ai attrapé les sacs à pizza, les clés et le bon de commande. Une livraison normale, juste une autre nuit. Sauf que ce n'en était pas une, parce qu'au moment où j'allais partir, Lucas s'est planté devant moi. Prends ça aussi.
Il a fait glisser une enveloppe matelassée sur le comptoir. Épaisse, lourde, mais différente des autres que j'avais discrètement remises avant. Celle-ci semblait dense, métallique, sérieuse. « Où ça va ?» ai-je demandé. Même adresse que la pizza. Ne l'ouvre pas. Ne pose pas de questions. Ne parle pas, Roto a entendu et s'est raidi. Il n'a rien dit, mais il a lancé à Lucas un regard que je n'avais jamais vu avant. Un regard inquiet. Un regard effrayé. Irvin, si quelque chose ne va pas, tu pars. Tu pars vite. Tu m'entends, mon gars? J'ai hoché la tête. J'aurais dû mieux écouter. Quand j'ai atteint la rue Bourbon-Hollow Road, mon estomac s'est noué. Il n'y avait pas de maison, juste une usine manufacturière abandonnée. Fenêtres brisées, tôle métallique arrachée comme si quelqu'un l'avait enlevée à main nue. L'endroit avait été fermé depuis 1998 après un incendie qui avait tué 3 ouvriers. Personne n'y vivait. Personne n'y commandait de pizza. J'ai vérifié le bon. Bonne adresse, bonne heure. Putain, ai-je marmonné, scrutant le bâtiment sombre. Le vent sifflait à travers les fenêtres brisées comme si l'endroit respirait. Ça sentait la rouille, la fumée et de vieux souvenirs qui refusaient de mourir. Non, ai-je chuchoté. Pas ce soir. J'ai sorti mon téléphone. Pas de réseau. Bien sûr. Bourbon-Hollow était une zone morte. J'ai quand même essayé d'appeler le magasin depuis le téléphone radio de mon van. Pas de réponse. RSA. Rien. C'est alors que les lumières à l'intérieur de l'usine morte se sont allumées une par une, comme si quelqu'un marchait plus profondément à l'intérieur avec une lampe torche. Et je l'ai entendu. Un bruit métallique sourd. Thunk. 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 Comme des bottes marchant sur de vieilles grilles métalliques. Quelqu'un était là-dedans. J'aurais dû m'enfuir, mais la voix de Roto résonnait dans ma tête. Si quelque chose ne va pas, tu pars, et tu pars vite. Et quelque chose n'allait pas, très mal. Je suis entré quand même. L'air était épais, poussiéreux. Mes propres pas résonnaient de toutes parts. Bonjour, ai-je appelé. Livraison de pizza. Ma voix a craqué comme si j'avais 13 ans. Quelque part dans l'ombre, quelqu'un a ri. Pas un rire joyeux. Un rire lent, délibéré, du genre je t'ai eu. Par ici, a dit une voix rauque. Apporte les marchandises. Mes mains se sont serrées autour du sac à pizza. Je me suis forcé à avancer. Une lanterne pendait à une poutre métallique, projetant une lueur orange maladive. Au milieu de la pièce se trouvaient 3 hommes, grands, silencieux, masqués. Derrière eux, attachés à une poutre de support en métal, bâillonnés et battus, il y avait Roto. Mon cœur s'est arrêté. Son visage était enflé, du sang coulait sur sa chemise, un œil à peine ouvert. Mais il m'a reconnu. Il m'a vu. Il a secoué la tête violemment. Un avertissement. Ne ramène pas ça ici. Un des hommes masqués a grogné. Pose l'enveloppe sur la caisse. J'ai fait un pas en arrière. Non, non. Je ne fais pas partie de ça. Je livre juste. Un homme a levé un pistolet. Un gros. Pose ça. Roto a hurlé dans son bâillon, se débattant. Mais avant que je ne puisse bouger, avant même que je ne puisse respirer, un coup de feu a retenti derrière moi. Puis un autre, puis un autre. Les hommes masqués sont tombés comme des sacs de viande. L'un est tombé face contre terre à mes pieds, le sang s'écoulant rapidement. Derrière moi se tenait Lucas, la poitrine haletante, un pistolet fumant à la main. « Détache-le » a-t-il grondé. J'ai couru vers Roto, les doigts tremblants, défaisant les nœuds avec toute la force qu'il me restait. Roto s'est effondré dans mes bras. « Papa » a chuchoté Lucas, sa voix se brisant pour la première fois. Puis des lumières, des voix, des cris. Plus d'hommes arrivaient. Une équipe entière. Lucas, ai-je sifflé. On doit se casser. Il a soulevé son père comme s'il ne pesait rien. Viens, a-t-il grogné. Maintenant. Nous avons sprinté à travers l'usine, nous baissant derrière de vieilles machines alors que des balles traversaient le métal rouillé. L'endroit s'est illuminé comme un champ de bataille. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas pu. Nous avons jailli par une porte latérale, plongé dans le camion de Lucas et nous sommes enfuis, les pneus crissants.
Personne n'a parlé. Roto a toussé du sang dans une serviette. La mâchoire de Lucas était serrée, des larmes se mélangeant à la sueur sur ses joues. Et moi? Je tremblais si fort que je pouvais à peine respirer. Au matin, la pizzeria avait un panneau, fermé jusqu'à nouvel ordre, sur la porte. Lumière éteinte, tranche de pizza en néon disparu. Lucas m'a retrouvé sur le parking d'un dîner à l'aube. Ses yeux étaient rouges, brisés. Il m'a tendu une épaisse enveloppe brune. « Prends ça. Tu quittes Clover Ridge aujourd'hui. Ne reviens pas, ne demande pas après moi. Ne cherche pas mon père. Qu'est-il arrivé à Roto ?» ai-je chuchoté. Luca avalait sa salive. Il est parti. Mon estomac s'est noué. Je suis désolé, ai-je étouffé. Tu as été bon pour lui, a dit Lucas doucement. Et c'est pour ça que tu resteras en vie. Il a saisi mon épaule. Pars, Irvin. Tu n'as rien vu. Et c'était tout. Je suis parti, j'ai déménagé à 3 états de là. J'ai commencé une vie tranquille, je n'ai jamais vérifié les infos, je n'ai jamais posé de questions, et je n'ai plus jamais touché à une cuisine de pizzeria. Parfois, tard dans la nuit, je jure encore sentir les fours. J'entends encore Roto rire. Et parfois, j'entends encore ce coup de feu. Je n'aurais jamais cru qu'un boulot de livreur de pizza serait le genre de travail qui vous marque à vie. Mais me voilà, des années plus tard, me réveillant encore certaines nuits avec le cœur battant contre mes côtes comme s'il essayait de s'échapper. J'ai grandi dans une petite ville minière juste à l'extérieur de Warrington, en Virginie occidentale. Un endroit où les montagnes viennent buter contre de vieilles maisons et où le brouillard devient parfois si épais qu'on dirait qu'il peut vous étouffer. Mon enfance n'avait rien d'exceptionnel. Ma mère enchaînait les doubles shifts dans une maison de retraite et mon père transportait du fret jusqu'à ce qu'il se fasse une hernie discale et ne marche plus jamais vraiment correctement. Mais j'ai toujours aimé travailler. J'ai eu mon premier vrai boulot à 15 ans, en plongeant dans un petit dîner appelé Ruby S Junction. Et à 19 ans, je livrais des pizzas pour Smoky Hill Pizza. Un petit établissement indépendant coincé entre une laverie et un magasin de prêt-sur-gage. Ce n'était pas glamour, mais le salaire était décent. Les pourboires étaient assez imprévisibles pour être excitants, et honnêtement, ce boulot m'a sauvé de finir dans les mines comme la moitié des gars avec qui j'ai grandi. À 24 ans, j'étais devenu le livreur senior. Je connaissais chaque route de campagne, chaque chemin de terre, chaque piste de gravier défoncée que le GPS refusait de reconnaître. Je livrais dans des vieilles cabanes en rondins, des granges transformées en maisons, des camping-cars équilibrés sur des parpaings, vous voyez le genre. Et j'adorais ça. Je l'aime toujours. Les gens me demandent pourquoi, et je réponds toujours la même chose. Une pizza chaude et une voiture bien chauffée vous mènent plus loin que ce que les gens pensent. Mon patron, Rick Osorn, avait acheté 2 voitures de livraison d'occasion l'année précédente. Rien de fancy, mais elles avaient des sièges chauffants et des coffres isolés qui gardaient les pizzas chaudes 40 minutes de plus. Nous sommes devenus le seul endroit à Warrington accepté de livrer jusqu'aux confins des bois. Tout le monde n'aimait pas ça. Les autres pizzerias disaient que c'était trop loin ou trop risqué. Mais Rick s'en fichait. Si quelqu'un a faim pour une pizza et qu'il a de l'argent en main, il disait « Tu livres la putain de pizza ». Alors c'est ce que je faisais. Un endroit où on livrait assez souvent était le Ridgeway Recovery Home, une maison de transition pour les gars sortant de prison ou de désintox. La plupart des gens l'évitaient, mais honnêtement, certains des meilleurs clients que j'ai jamais eus vivaient là. Des vies dures, des leçons dures, de grand cœur. Ils donnaient de meilleurs pourboires que les riches la moitié du temps et me traitaient comme un ami. Mais la nuit dont je vais vous parler, eh bien, cette nuit-là a tout changé. C'était début octobre, assez frais pour que mon souffle forme de la buée quand je sortais. Mon shift a commencé à 17h. Les vendredis étaient toujours l'enfer chez Smoky Hill Pizza parce que Rick avait une offre, un acheté, un offert, qui attirait la moitié du comté. Vers 20h45, juste au moment où le rush commençait à se calmer, j'ai eu une commande qui est apparue à l'écran. Une grande pizza Meat Lovers, extra fromage, à livrer au Ridgeway Recovery Home. Je me souviens d'avoir regardé le bon de commande et pensé « Tiens, une seule ». Bizarre. Ces gars commandaient d'habitude 3 ou 4 pizzas minimum, mais bon, tout le monde a ses jours sans. J'ai glissé la pizza dans le porte-pizza chauffant, l'ai jetée sur la banquette arrière et je suis parti. Tout le trajet prend environ 25 minutes en serpentant à travers le genre de route forestière où les arbres bloquent la lune. Ça ne me dérangeait pas, pourtant. J'aimais bien le calme,
mais plus je m'approchais de Ridgeway, plus quelque chose me semblait bizarre. L'endroit était d'habitude assez animé, même tard dans la nuit. Des gars fumant sur le porche, se lançant des vannes, hurlant à propos de football. Mais ce soir-là, quand je me suis garé, c'était silencieux comme une tombe. Une seule lumière extérieure était allumée. Pas de bavardage, pas de mouvement, juste un gars debout près du porche, passant d'un pied sur l'autre comme s'il gelait. Ce n'était pas un visage familier. Il avait l'air plus jeune, début vingtaine tout au plus, mince, nerveux. Ses mains tremblaient à ce moment-là. J'ai pensé qu'il sortait peut-être de quelque chose. Je suis descendu de la voiture en tenant le porte-pizza. « Bonsoir, mon pote », ai-je dit. « J'ai une meat lovers, pour… » J'ai vérifié le reçu. « Pour Brendan. » Le gars a levé les yeux rapidement. Trop rapidement. « Ouais, c'est moi », a-t-il marmonné. Sa voix a craqué comme un gamin essayant de sonner confiant. Je me suis approché et je l'ai bien regardé pour la première fois. Ses yeux étaient énormes. Pas écarquillés, énormes, comme si les pupilles avaient tout avalé. Sa peau était pâle, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. De la sueur sur son front alors qu'il faisait froid dehors. Il ne cessait de jeter des coups d'œil à son téléphone, et le téléphone ne cessait de s'allumer. Buzz. 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 J'ai essayé de détendre l'atmosphère. T'es populaire ce soir, ai-je plaisanté. Il n'a pas ri. Il n'a même pas essayé. Il m'a regardé et a chuchoté « Je suis vraiment désolé, mec ». Et avant même que mon cerveau ne puisse traiter ces mots, c'est arrivé. Il s'est élancé, pas comme un mec ivre qui trébuche, pas comme un junkie qui attrape quelque chose, mais comme un vrai plongeon désespéré, dopé à l'adrénaline. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. La boîte à pizza a claqué contre ma poitrine alors qu'il me l'arrachait des mains. J'ai trébuché en arrière, choqué. Putain, mais… ai-je commencé, mais il m'a coupé en me poussant la boîte au visage et en me frappant. Rapide, des coups sauvages. Pas de rythme, juste du chaos. J'ai levé les bras, essayant de protéger ma tête. « Qu'est-ce que tu fous, mec ?» ai-je hurlé. Mais il n'écoutait pas, il pleurait, de vraies larmes, et tremblait si fort qu'il pouvait à peine rester debout. « Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. » Il n'arrêtait pas de hurler entre les coups. Puis il m'a poussé si fort que je suis tombé sur le côté, sur le gravier. Mon coude s'était raflé et pendant une seconde, le vent m'a été complètement coupé. Quand j'ai retrouvé mon souffle, il courait droit vers ma voiture de livraison. « Ah !» ai-je crié, me relevant en trébuchant. « Et ne fais pas ça !» Mais il était déjà en train de tirer la portière. Et comme le plus grand idiot de la Terre, j'avais laissé les clés sur le contact parce qu'on n'avait jamais eu de problème là-bas, parce que c'était la maison de transition, parce que je faisais confiance à ces gars, parce que j'étais à l'aise. Il a bondi sur le siège avant, claqué la portière, et le moteur a rugi. J'ai sprinté vers la voiture, agitant les bras. « Arrête !» Tu ne sais même pas. Trop tard. Il a appuyé sur l'accélérateur. La voiture a sursauté violemment, a dérapé, a fait un tête-à-queue comme un animal sauvage sur la glace. Brendan a hurlé dans la voiture. Pas comme un criminel volant quelque chose. Plutôt comme un gamin effrayé, coincé dans quelque chose qu'il ne savait pas contrôler. La Prius a bondi en avant, a heurté le trottoir, a dérapé sur la route, et j'ai entendu le crash avant même de l'avoir vraiment vu. Un grincement métal contre métal, un craquement qui vous retourne les os, un bruit sourd et écœurant. Puis un autre et un autre. Des pneus ont crissé. Du verre s'est brisé. Des alarmes de voiture ont explosé dans la nuit. Puis le silence, juste le genre de silence qui fait mal aux oreilles. En quelques minutes, la porte du Porsche derrière moi s'est ouverte à la volée. Quelques gars de la maison de transition sont sortis en hurlant « Putain, c'était quoi ce bordel ?» J'ai essayé d'expliquer. Un gars, Brendan, il m'a sauté dessus. Il a volé ma voiture. Qui ? A crié l'un d'eux. Y a pas de Brendan ici. Ça m'a fait tomber l'estomac. Qu'est-ce que tu veux dire par « pas de Brendan » ai-je demandé. Y a personne ici qui s'appelle comme ça. E-Coat, mec. T'es sûr que t'es au bon endroit. J'ai pointé vers le lieu de l'accident au loin, la lueur lointaine des feux de détresse clignotant à travers les arbres. Je suis sûr, ai-je dit.
Il attendait juste ici. Les gars ont échangé un regard, un de ces regards nerveux que les gens lancent quand quelque chose ne colle pas. Pendant qu'ils m'aidaient à chercher mon téléphone, que j'ai finalement retrouvé sous un buisson, la police et une ambulance sont arrivés sur les lieux. J'ai sprinté vers la scène de l'accident avec eux. Ma voiture de livraison avait percuté 2 camions garés et arraché le pare-choc de la voiture de quelqu'un. Le capot était froissé comme du papier. De la vapeur s'échappait comme si le moteur saignait. Ils avaient déjà sorti Brendan. Enfin, ce qu'il en restait. Ses jambes. Mec, je me souviens encore de voir le secouriste agenouillé à côté de lui, appuyant un torchon contre une de ses cuisses et hurlant pour qu'on l'aide. La moitié inférieure de sa jambe droite était tordue dans une direction que aucune partie du corps humain ne devrait jamais prendre. Sa jambe gauche. Elle avait disparu. Despero. Je me suis retourné et j'ai vomi dans les herbes. La police m'a tout raconté plus tard. Son vrai nom n'était pas Brendan. C'était Kimersé. Il ne séjournait pas à la maison de transition. Il avait marché jusqu'ici depuis 16 km plus loin. Qui était sorti de prison 4 jours plus tôt. Possession de drogue, vol à la tire, résistance à l'arrestation. C'était un toxicomane à la méthamphétamine de longue date, pas clean, pas stable, pas en forme. Plus tôt dans la soirée, il s'était disputé au téléphone avec son ex-petite amie. Elle avait tourné la page, commencé une nouvelle vie, avait un nouveau petit ami. Kaya Crack. Il n'essayait pas de s'enfuir. Il n'essayait pas de voler pour de l'argent. Il n'était pas juste défoncé et confus. Il pensait que la voiture de livraison de pizza était son moyen d'atteindre sa copine, de réparer les choses, comme il disait. Il ne savait même pas conduire, comme un gamin essayant de faire du vélo pour la première fois. Sauf que ce n'était pas un vélo. C'était un projectile en métal de 1400 kg, et il en a payé le prix. Ils ont amputé ses 2 jambes, une au-dessus du genou, une en dessous. Quand il s'est réveillé à l'hôpital, il répétait sans cesse la même chose. Je ne voulais pas faire de mal au livreur de pizza. Je ne voulais pas lui faire de mal. Et bizarrement, je le crois. Mon patron est arrivé sur les lieux de l'accident, secouant la tête, marmonnant « de toutes les putains de nuits, de toutes les putains de voitures ». Mais il n'était pas en colère contre moi, pas du tout. « C'est pas ta faute, gamin », a-t-il dit. Personne ne s'attend à ce qu'un gars tente un grand Theft Auto, édition Virginie occidentale. La police m'a innocenté. L'assurance a couvert la plupart des dégâts de la voiture. J'ai manqué une semaine de travail, mais surtout à cause des tremblements que j'avais chaque fois que des phares m'éclairaient. Mais voici la partie que les gens n'attendent jamais quand je raconte cette histoire. Je n'ai pas démissionné. Je ne me suis pas enfui. Je n'ai pas juré d'arrêter de livrer à la maison de transition. Je n'ai pas commencé à porter une arme ou du gaz poivre. Parce que le truc, c'est que cette nuit-là ne m'a pas fait craindre les gens. Elle m'a fait les comprendre. Qui n'était pas un monstre. C'était un homme brisé qui a fait un choix dangereux et terrible dans un moment de faiblesse, de stupidité et de chagrin. Et même si ce qu'il a fait a failli me tuer, je n'arrive toujours pas à le haïr. Je lui ai même rendu visite une fois après qu'il se soit stabilisé, avant qu'il ne le transfère de nouveau en prison pour violation de libération conditionnelle et vol de véhicule. Il n'a pas voulu me regarder, il fixait juste ses draps. « Pourquoi t'es venu » a-t-il chuchoté. J'ai haussé les épaules. J'avais besoin de voir que tu étais toujours toi. Il a pleuré. Je ne savais pas quoi faire, alors je suis juste resté assis. Les gens pensent que le monde est rempli de mal, mais la plupart du temps, il est juste rempli de gens qui souffrent et font des choix stupides qui leur échappent complètement. Je suis finalement devenu manager d'une nouvelle succursale de Smoky, Il Pizza de l'autre côté du comté. Je prends encore des livraisons parfois, surtout les tardives. Je n'ai jamais perdu l'habitude de vérifier derrière moi, par contre. Et je suis sûr comme l'enfer de ne plus jamais laisser les clés sur le contact. Et de temps en temps, quand les nouveaux livreurs me demandent pourquoi je continue de livrer à la Ridgeway Recovery Home, je leur dis la vérité. Une mauvaise nuit ne rend pas toutes les nuits mauvaises. Une âme brisée ne signifie pas que tout le monde est brisé. Et un homme désespéré ne signifie pas que vous arrêtez de vous présenter pour les gens qui comptent sur vous. Il hoche généralement la tête. Certains ne comprennent pas, mais les gars de Ridgeway, si. Parfois, quand je livre là-bas maintenant, les résidents plus âgés m'assoient sur le porche, me tendent une assiette et demandent « Raconte-nous encore, la nuit où une putain de pizza a failli te coûter la vie. » Et je leur dis « Parce que ça fait partie de qui je suis maintenant, de pourquoi je continue,
et de pourquoi je n'oublierai jamais la nuit où une livraison a tourné au désastre. Et qui, d'une manière ou d'une autre, m'a quand même appris à voir les gens plus clairement. Je n'avais jamais prévu de rester à Ravenhollow après le lycée. Si vous aviez demandé à moi, 17 ans, je vous aurais dit la même chose que tous les gamins d'une petite ville mourante de Pennsylvanie. Un jour, je me casse d'ici et je ne regarde jamais en arrière. Mais la vie se fiche pas mal de vos plans. À 25 ans, j'étais toujours là, toujours fauché, vivant dans un duplex décrépit sur Ashbury Road avec un chauffage électrique de merde et un proprio qui ne répondait aux textos que si vous mettiez « Urge » en majuscule. Je travaillais de nuit à Firebrick Pizza, le seul endroit ouvert après 22 heures dans un rayon de 20 miles. Et honnêtement, je n'aimais même pas vraiment le boulot. Conduire sur les routes de campagne avec une pizza chaude sur le siège passager, c'était la seule partie paisible de ma journée. Les gens donnaient des pourboires décents, aussi. Plus par culpabilité que par générosité, je pense. Comme s'ils savaient qu'ils ne voudraient jamais être celui qui livre de la nourriture à minuit dans les bois où même le réseau ne daigne pas aller. Je m'appelle Gelen Reeve, au fait. Et cette histoire, c'est celle de la nuit où j'ai réalisé que Ravenhollow avait toujours gardé quelque chose d'enseveli, quelque chose de vivant, quelque chose qui faisait respirer les bois. Et que j'aurais dû écouter chaque signe avant-coureur. J'étais à moitié en train d'essuyer le plan de travail quand le téléphone du magasin a commencé à sonner sur le mur. Notre manager, Laura, n'a même pas levé les yeux de son ordinateur portable derrière le comptoir. « Gelen, tu peux décrocher ?» a-t-elle dit en mâchant son chewing-gum assez fort pour couvrir la radio. J'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur. « Firebrick Pizza, ici Gelen. Que puis-je commencer pour vous ?» Ce qui est venu était faux, comme si quelqu'un parlait à côté du téléphone, mais pas dedans. Comme si sa bouche était tournée dans la mauvaise direction. Une voix d'homme, tremblante, essoufflée. « Grande pepperoni, sauce extra. » « Dépêchez-vous, s'il vous plaît. » Ce « dépêchez-vous » m'a dérangé. Ça ne sonnait pas urgent, comme s'il avait besoin de nourriture. Ça sonnait urgent comme s'il avait peur. J'ai forcé un rire. « Bien sûr, mon pote. Quelle est l'adresse ?» Silence. Poos, Hollow Creek Station. L'ancienne. Entrée arrière. Mon estomac est tombé. Non. Allez, mec. Cet endroit est condamné. On ne livre pas là-bas. Laura a entendu et a crié. Si c'est dans notre rayon, on livre. C'est la politique de la boîte, pas la mienne. J'ai mis la conversation en sourdine. Laura, Hollow Creek Station est condamnée. Les flics l'ont scellé l'année dernière. Des vagabonds ont déclenché un incendie. Elle a tapé quelque chose sur son écran. C'est toujours dans notre zone de livraison. Tu veux les heures ou pas? J'ai mordu l'intérieur de ma joue. D'accord. J'ai remis le son. Monsieur, vous avez un nom? La voix a chuchoté, presque géniarde. Cole. S'il vous plaît. Je n'ai pas beaucoup de temps. L'appel s'est coupé avant que je ne puisse demander autre chose. Je vais être honnête avec vous. J'ai failli dire « et puis merde » et refuser la livraison, mais le loyer était en retard. Mon assurance voiture était en souffrance et j'avais déjà maxé une carte de crédit pour les courses. Rater une livraison signifiait perdre le pourboire, mais pire, ça signifiait que Laura me donnerait un avertissement et je ne pouvais pas me permettre de perdre des heures. Alors j'ai mis la pizza en sac, attrapé 2 sauces à l'ail, vérifié 3 fois la poche de mon blouson pour le gaz-poivre et je suis sorti dans la nuit glaciale. Avant de partir, Laura a crié « Et, ne traîne pas dans ce bâtiment. Tu sais comment ces ruraux cinglés peuvent être. Dépose devant la porte et casse-toi. Fais-moi confiance, ai-je dit. Je ne veux pas faire les infos, mais au fond, quelque chose n'allait déjà pas. Le non-call me collait à l'esprit comme de la gomme dans les cheveux. Et la façon dont il avait chuchoté « Dépêchez-vous », ça donnait l'impression qu'il ne commandait pas de la nourriture. Il avertissait quelqu'un. Si vous n'avez jamais conduit sur les routes de Pennsylvanie occidentale après minuit, surtout en hiver, imaginez ceci, vos phares touchent à peine les arbres. Vos pneus bourdonnent sur l'asphalte comme s'ils chuchotaient des secrets, et les bois donnent l'impression de vous écouter. J'ai éteint la radio à mi-chemin parce que chaque chanson semblait aggraver les choses. La forêt avalait le son d'une manière que je n'avais jamais remarquée auparavant. Comme si je conduisais dans une bouche qui ne recrachait jamais rien.
Après 15 minutes, j'ai passé le panneau « Bienvenue à Raven Hollow », celui que les gamins taguent avec « Faites demi-tour » chaque Halloween, et j'ai tourné vers Hollow Creek. Et c'est alors que je l'ai entendu. Un boom vibrant et profond. Pas du tonnerre, pas un coup de feu, pas un pot d'échappement qui pétarade. C'était trop bas. Trop étiré. Trop faux. Puis à nouveau, plus fort. Boum. Mon volant a tremblé sous mes paumes. Putain, ai-je chuchoté. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma première pensée, un idiot qui fait exploser des engins artisanaux dans les bois. Mais plus j'avançais, plus je réalisais que le son ne venait d'aucun endroit en particulier. Il venait de partout. Un rugissement animal profond, mélangé à quelque chose de métallique, comme un générateur mourant essayant d'imiter un rugissement. J'ai ralenti la voiture, baissé la vitre. Le froid m'a mordillé les joues, puis boum. Rou. Quelque chose entre un rugissement et une sirène, et du métal traîné sur l'asphalte. J'ai sursauté si fort que j'ai cogné le volant avec mon coude. Non mais ça va pas, non. Non. C'est pas normal. J'ai failli faire demi-tour, mais alors j'ai vu le panneau en carton scotché à un arbre, trempé par la pluie, écrit au marqueur noir, « Livraison par ici ». Ma gorge s'est serrée. Ce n'était pas une blague. Les blagues ne donnent pas l'impression d'être observées par des yeux cachés dans les arbres. J'ai continué à conduire. Hollow Creek Station n'était plus vraiment une station. C'était autrefois un dépôt de munitions de la Seconde Guerre mondiale, construit dans le flanc de la colline. Grande porte en béton, bouche d'aération rouillée. Mon grand-père disait que des soldats s'y entraînaient, faisaient des exercices, montaient la garde, puis l'endroit a fermé. Ensuite, les gamins l'ont découvert. Ensuite, les toxicos, puis les flics l'ont de nouveau fermé. L'endroit a changé de main, changé de propriétaire, changé d'avertissement. Mais une chose n'a jamais changé, personne n'y vivait. Alors pourquoi diable quelqu'un commandait-il une pizza? En m'approchant, les bois se sont tus. Même les insectes se sont tus. Je suis sorti de la voiture, serrant fermement le sac à pizza, scrutant les alentours. Mon souffle s'est transformé en une fine ligne de buée, dérivant vers le bunker comme s'il était aspiré. La porte avant était enchaînée, fermée depuis des années. L'entrée arrière, en revanche. Oui, celle-là. Une lourde porte en fer entr'ouverte de quelques centimètres, une lumière de lampe clignotant à l'intérieur comme si quelqu'un essayait de la ranimer. D'accord, ai-je chuchoté. Entre et sors, Gélène. Ne sois pas stupide. J'ai frappé. Cole, j'ai ta nourriture. Quelque chose a bougé à l'intérieur. Pas des pas, pas le mouvement de quelqu'un qui se lève. Plutôt quelque chose qui frôle le mur, traîne comme du tissu ou des ongles. Puis une voix d'homme, faible et tremblante, la porte n'est pas verrouillée. Entre, s'il te plaît. Mon cœur battait à tout rompre. Mais la voix n'était pas effrayante. Elle était terrifiée. Quelque chose en moi, un idiot au cœur saignant, a dit « Quelqu'un a besoin d'aide ». Alors j'ai poussé la porte. L'air m'a frappé en premier. Froid, humide, métallique, comme si j'entrais dans une cave remplie de vieilles pièces de monnaie. Le faisceau de ma lampe torche a coupé l'obscurité. Le bunker avait été à moitié nettoyé. Les graffitis peints. Les déchets enlevés. Un matelas dans le coin. Quelqu'un vivait vraiment ici. Et sur le sol, un ordinateur portable branché à un vieux haut-parleur PA à travers des fils en désordre. Son écran clignotait avec un fichier audio en pause au début. Rugissement de monstre. Test. Final. Angel. J.I. avalema salive. Donc le rugissement venait d'ici. Puis, crunch. Un pas derrière moi. Je me suis retourné vite. Ma lampe torche a atterri sur un homme. La trentaine, tremblant, les yeux injectés de sang, les joues creuses comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Il s'appuyait contre le mur comme s'il pouvait à peine tenir debout. « T'es le livreur de pizza », a-t-il chuchoté. « Ouais », ai-je dit, soulevant le sac avec prudence. « Grande pepperoni. Hilary. » Un son court et brisé, comme quelqu'un qui aurait oublié comment faire. « Tu n'aurais pas dû venir ici. »« Mec, c'est toi qui m'as appelé », ai-je dit. « T'es blessé. »« Tu as besoin. » Il a levé une main tremblante. « Chat. »
Quelque chose a gratté plus profondément dans le bunker. Un grattement bas comme des griffes sur du béton. J'ai fait un pas en arrière. Mec, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Cole m'a regardé avec une terreur que je ne veux plus jamais voir sur un visage humain. Ça m'a suivi, a-t-il chuchoté. Et maintenant ça sait que t'es là. Non, ai-je marmonné. Non. 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 Je ne joue pas à ça. Puis le rugissement est venu. Pas de l'ordinateur. Pas d'un haut-parleur. Du tunnel. Plus fort qu'avant. Assez fort pour que mes genoux plient presque. Boum. Ru. Ma lampe torche a clignoté. De la poussière est tombée du plafond. La porte en métal derrière moi s'est claquée sous la vibration. Cole s'est jeté à terre, se couvrant les oreilles. Ne le regarde pas, a-t-il supplié. Quoi qu'il arrive, ne le regarde pas, trop tard. Quelque chose a bougé dans le tunnel. Et je vous le dis tout net. Pas d'exagération. C'était grand, plus grand qu'une personne, rampant, des membres long grattant le sol. Des doigts, ou quelque chose comme des doigts, s'enroulant autour du bord de l'embrasure de la porte. Une ombre s'est étendue sur le sol en béton, comme de l'encre qui se répand. J'ai trébuché en arrière. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce putain de truc? Cole a chuchoté. Ça pense qu'on est des intrus. Avant que je ne puisse répondre, ça a bondi. Pas complètement. Pas vers nous, juste assez pour que je puisse voir son visage. Et j'aurais préféré ne pas le voir. Ses yeux ne brillaient pas, ils reflétaient, comme un animal. Mais la forme, la profondeur, assez humaine pour comprendre ce que ça signifiait de fixer quelqu'un. Sa bouche s'est ouverte. Des rangées de dents comme du verre brisé. Une langue qui bougeait comme si elle n'était pas faite de chair. Et un son en est sorti qui n'était pas destiné aux oreilles. Pas un rugissement. Un avertissement. Ne reviens pas, c'est ce que ça a ressenti. Pas en anglais. Par instinct, Cole a attrapé mon bras. Cours. On n'a pas discuté. On n'a pas respiré. Onakuru. On a foncé épaule la première contre la porte en métal. Elle s'est ouverte avec un hurlement de charnière rouillée. L'air froid m'a frappé le visage comme une gifle. La forêt n'était plus silencieuse. Elle était vivante de mouvement. Des oiseaux s'envolant, des branches craquant, le vent aspirant vers l'arrière comme si quelque chose d'énorme inspirait. On a sprinté vers ma voiture. À mi-chemin, le rugissement a déchiré la nuit à nouveau. Boum. Ru. Mes oreilles ont sifflé. Ma vision s'est brouillée. Pars. Cole a hurl. On a bondi dans la voiture. J'ai tâtonné avec les clés. Le moteur n'a pas démarré. Allez, allez, ne me fais pas ça. Cole a regardé derrière nous. Sa voix s'est brisée. Ça arrive. Le moteur a finalement rugi. J'ai enfoncé l'accélérateur. La voiture a dérapé dans le givre, les pneus hurlant, la forêt se transformant en traînée de noir et d'argent. Dans le rétroviseur, quelque chose est sorti du bunker. Grand, chancelant, trop mince, trop long, une silhouette qui n'appartenait pas à ce monde. Le rugissement nous a suivis sur 1,5 km. Mais ça n'a pas poursuivi. Ça n'en avait pas besoin. On avait compris le message. Je l'ai déposé à une station-service en ville. Il a refusé d'aller à l'hôpital, refusé d'appeler la police. Il a juste dit calmement. Je pensais que le son l'effrayerait. C'est pour ça que j'ai fait le fichier. Un gros son pour le bluff, mais ça l'a juste mis en colère. Qu'est-ce que c'est? Ai-je chuchoté? Il a secoué la tête. Des gens disparaissent à Raven Hollow chaque année. Chasseurs, campers, fugueurs. On accuse toujours la météo, la drogue, les animaux. Et tu penses que c'est ce truc? Il m'a regardé comme si je connaissais déjà la réponse. Je pense que ça a toujours été là, plus longtemps que la ville, plus longtemps que n'importe lequel d'entre nous. Puis il est sorti de ma voiture et a marché dans l'obscurité. Je ne l'ai plus jamais revu. Le lendemain matin, Laura m'a demandé pourquoi j'avais l'air d'un cadavre. Tu ne me croirais pas, ai-je marmonné. J'ai démissionné de Firebrick Pizza 1 semaine plus tard. J'ai déménagé à Pittsburgh le mois suivant. Mais parfois, tard dans la nuit, quand un camion freine en hurlant ou qu'un coup de sifflet de train lointain s'étire dans le vent, je l'entends à nouveau. Ce son impossible. Boum. RH. Et chaque partie de moi sait qu'il n'est jamais resté derrière. Il m'a juste laissé partir.
Je me souviens de la nuit exacte où ma vie a failli être ouverte comme une citrouille bon marché en bord de route. Les gens pensent que la livraison de pizza, c'est une blague. Quelque chose que font les lycéens pour payer leur essence. Mais j'y travaillais depuis mes 19 ans, à travers les longues nuits, les tempêtes de neige et les pourboires de merde de la part d'étudiants ivres qui ne savaient pas faire la différence entre un billet de 20 et un billet de 1. Au moment où tout ça est arrivé, j'avais 27 ans et je trimais toujours. Mon nom, c'est Jérick Nolan. Un prénom bizarre, je sais. Ma mère l'a choisi d'après un côté polonais de la famille que je n'ai jamais connu. Les gens m'appelaient généralement J. J'ai grandi à Flagstaff, en Arizona, un endroit qui avait l'air cosy sur les cartes postales, mais qui donnait parfois l'impression d'être un désert essayant d'avaler une ville. Le loyer était brutal. Les factures s'accumulaient, et livrer des pizzas n'était pas le rêve, mais ça me gardait en vie. Mon père s'est barré quand j'avais 8 ans, et ma mère enchaînait les doubles shifts dans une maison de retraite. J'ai vite appris que si tu veux quelque chose, tu bosses dur pour l'obtenir, même si ça te brise les os et ton emploi du temps de sommeil. Cette nuit-là, celle qui a tout déchiré, a commencé de manière stupide et normale. Il était environ 21h15. Le ciel était déjà noir. Je travaillais dans un petit établissement familial appelé Red Saint des Pizzas, pas un niveau de chaîne. Juste un petit shop crasseux coincé entre une laverie et un magasin de vape. L'odeur d'ail et de croûte brûlée avait imprégné mes vêtements si profondément que c'était pratiquement mon parfum à ce stade. J, commande prête, a hurlé mon boss. Aldo, un type râleur de la quarantaine qui parlait comme si la vie l'avait personnellement offensé. J'ai serré mon tablier. Où ça va ? Ai-je demandé. South Rim Road, a-t-il marmonné en enfonçant le ticket dans la caisse enregistreuse. Un gars a commandé 4 meat lovers. En cash, et il a laissé $10 de pourboire en ligne. Alors j'ai froncé les sourcils. South Rim, après la 89. Waze, mec. C'est là où il y a ce compound bizarre. T'es sûr que c'est pas un piège? Aldo a roulé des yeux assez forts pour voir son cerveau. Les gens vivent partout, mec. Livre juste les putains de pizzas. Arrête de dramatiser. J'ai soupiré. J'avais livré presque partout. Des mobile homes, des campings, des motels louches. Mais South Rim Road me donnait toujours une mauvaise vibration. Elle s'étendait dans une forêt de pins sombres et vides. À son extrémité, la rumeur disait que d'anciens motards avaient acheté un terrain là-bas et construit une sorte de clubhouse de gang à moitié maison de transition. Personne ne savait exactement ce qu'ils y faisaient, mais tout le monde en ville les évitait. J'ai attrapé les sacs à pizza et me suis dirigé vers la porte de derrière où ma bagnole de merde m'attendait, une Honda 2009 rouillée qui tremblait chaque fois que je dépassais les 70 km/h. J'étais à mi-chemin de la voiture quand mon collègue Lenny a passé la tête par la porte de derrière. Yo, J. J'ai tourné la tête. Quoi? Il a fait une grimace. South Rim Road. Mais t'es single. C'était pas mon idée. Il s'est approché, baissant la voix. T'as assez d'essence. Le dernier gars qui a pris une commande par là est resté bloqué dans les bois pendant 1 heure. Il a dit qu'il avait entendu des trucs flippants. Super discours motivant, mec, ai-je dit. Vraiment tu boostes le moral. Lenny Arenaful. Écoute, je dis juste, si tu vois quelqu'un te faire signe de t'arrêter, ne le fais pas, les gens par là-bas ne sont pas du genre amical. J'ai haussé les épaules. Tant qu'il me donne du cash, je m'en fous. J'aurais dû le prendre bien plus au sérieux. Je me suis glissé sur le siège conducteur et démarré le moteur. Il a toussé 2 fois comme un vieux qui s'étouffe avec des bretzels, mais a finalement rugi. Playlist allumée, ceinture attachée, chauffage à fond, pizza empilée derrière moi. Le truc habituel. J'ai rejoint la route. La nuit avalait tout en dehors de la portée de mes phares. Les nuits en Arizona sont différentes. Silencieuses, setches, derangeants. Même le vent avait l'air de se faufiler. Après quelques miles, mon téléphone a vibré avec l'adresse 2310 South Rim Road. Le numéro semblait faux, trop net, trop symétrique. Personne là-bas n'achetait des propriétés numérotées. Ils construisaient juste des trucs où ils voulaient. Mais les clients mentent tout le temps sur les commandes. Les ivres tapent le mauvais code postal. Les ados défonçaient l'âge des épingles dans la mauvaise forêt. Ça arrive. J'ai continué à conduire. 5 minutes, 10, 15.
Pas une seule voiture autour de moi. Les pins se refermaient, des ombres bougeant comme si quelqu'un marchait à côté de la route. Mon ventre a commencé à se serrer, mais j'ai continué. Ce boulot m'avait appris une chose. Ton instinct a généralement raison, mais t'es trop fauché pour l'écouter. Après quelques minutes de plus, j'ai ralenti. Quelque chose avait l'air bizarre. Plus loin, quelque chose de brillant a scintillé sur le bitume. Yo, qu'est-ce que c'est que ça? Du fil métallique, une chaîne. Puis ça a fait tilt. Des herses juste posées sur toute la route en terre. Pas de phare, pas de voiture, pas de flic, rien. Juste un piège. Putain, ai-je chuchoté en freinant sec. Mais c'était trop tard. Mes pneus ont roulé dessus. Pop, 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 pop. Ma Honda a dévié, le volant a tremblé comme un fou. Putain de merde. La voiture a tourné, bondi, puis s'est complètement arrêtée. Silence. Seul mon souffle remplissait l'air. Je suis sorti lentement, mes bottes crissant sur le gravier. La herse n'était pas de qualité policière. Elle était maison, rouillée, assez tranchante pour déchirer le caoutchouc net. « Calme-toi », ai-je murmuré. « Appelle Aldo. Appelle quelqu'un. » J'ai tendu la main vers mon téléphone et c'est alors que je l'ai entendu. Une voix depuis les arbres. Un chuchotement masculin en espagnol. « Ahí está. » Le voilà. Une autre voix. Plus proche. Plus dure. Agrino. Non. Lonapar. Attrapez-le. Ne le laissez pas s'échapper. Mon estomac est tombé. Non. Non. J'ai tourné la tête. 4 silhouettes ont jailli des arbres. Masques, vêtements sombres, armes brillantes. L'un tenait une machette, un autre un tuyau, un avait une batte enveloppée de rubans adhésifs, et le dernier gars, le plus grand d'entre eux, portait ce qui ressemblait à une pelle aiguisée. Le grand a pointé vers moi. « Cours !» a-t-il hurlé. « Cours !» C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai couru. Les branches me giflaient le visage alors que je sprintais aveuglément dans la forêt. Mes poumons ont immédiatement brûlé. L'air froid me coupait la gorge derrière moi. Des pas ont tonné. De plus en plus proches. Dante Loi Vivo. Metta nel machete. Arates. On le veut vivant. Coupez-le. J'ai trébuché sur une racine. Me suis rattrapé. Continuez à courir. Mon cœur battait si fort qu'il noyait tout le reste. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru. Peut-être des minutes, peut-être des heures. La peur étire le temps comme du caramel. Tout ce que je savais, c'est que ces hommes étaient implacables. Chaque fois que je ralentissais, leur voix devenait plus forte, plus proche. Tu as choisi la mauvaise putain de nuit, J. Ai-je haleté pour moi-même. La mauvaise nuit. Soudain, le sol s'est creusé et j'ai glissé sur une pente boueuse, tombant lourdement, traversant des broussailles mortes jusqu'à atterrir sur de la terre plate. J'ai gémi. Et aïe. Putain mes côtes. J'ai essayé de me relever. Une lumière a clignoté à travers les arbres, blanche, vacillante, suspendue. Une lanterne. Non, une lumière de cour de ferme. J'ai titubé vers elle. J'ai traversé les arbres pour arriver dans une clairière. Vieille clôture, tracteur rouillé, une petite grange avec un toit en métal reflétant la pâle lumière de la lune. Des animaux grognaient à l'intérieur. J'avais 2 choix, continuer à courir dans les bois sombres. Me cacher ici et prier pour que le propriétaire ne soit pas un psychopathe. Comparé au gars qui me poursuivait, un fermier avait l'air de Jésus-Christ en personne. J'ai couru vers la grange, poussé la porte, glissé à l'intérieur et me suis figé. Des cochons, d'énormes cochons, 12 ou plus, tous se déplaçant, grognant, piétinant. Certains me regardaient comme si je venais d'insulter leur mère. Et les gars, ai-je chuchoté, je ne suis pas là pour me battre. Je suis juste. Putain, s'il vous plaît, ne me mordez pas. Derrière moi, des cris ont résonné au loin. Je devais me cacher maintenant. J'ai bondi dans un enclos vide, me suis accroupi derrière un tas de foin et essayé de calmer ma respiration. Tout sentait la boue, la pisse et le foin. Mes yeux piquaient. Une énorme truie s'est approchée,
facilement 230 kg. Elle m'a reniflé, a grogné fort, puis s'est affalée devant moi comme un rocher vivant. Bonne cochonne. Bonne fille. S'il te plaît, ne m'écrase pas, ai-je chuchoté. Soudain, la porte de la grange s'est ouverte à la volée. J'ai sursauté. Des pas, des voix. Introki. Est-ce qu'il est entré ici? Non, l'ovo. Je ne le vois pas, un cochon a couiné avec colère. Puis un autre. Les hommes ont juré. Pinches animales. Bouger. Putain d'animaux bougés. Mais les cochons n'ont pas bougé. Ils sont devenus plus bruyants. Aggressives. Mordants. Chargeants, grognant comme des guerriers protégeant leur territoire. Les hommes ont reculé. Vamos regres. No bala. Allons-y. On reviendra avec de la lumière. Ça n'en vaut pas la peine. Leurs pas se sont éloignés. La porte a grincé. Silence. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas bouger. Je suis resté derrière ce bouclier de cochon massif, tremblant, à peine respirant, priant pour qu'ils ne reviennent pas, des heures ont passé. J'ai frissonné toute la nuit. À l'aube, la lumière du soleil a filtré à travers les lattes de bois. Les cochons se sont déplacés, reniflant en se réveillant. Mes muscles étaient gelés sur place. La porte de la grange s'est ouverte lentement. Une silhouette est entrée. Un homme, la soixantaine peut-être. Chemise à carreaux, barbe grise, visage ridé. Il m'a regardé droit dans les yeux. « Mon gars », a-t-il dit lentement, « tu as l'air d'avoir été traîné en enfer 2 fois. » J.I. avalé ma salive. Monsieur You. Quelque chose s'est passé. Des gars, des masques, des machettes, ils m'ont poursuivi, une herse, ma voiture. Il a levé une main. Rentrons d'abord à l'intérieur. Je suis sorti de l'enclos, les jambes tremblantes. Ma chemise était déchirée. Mes bras étaient éraflés jusqu'à l'os. J'avais probablement l'air d'avoir dévalé une putain de montagne. Dans sa maison, il m'a versé un café et écouté alors que je racontais tout. Chaque détail, chaque moment de panique, il hochait lentement la tête. « T'as de la chance, mon gars », a-t-il dit finalement. « Pourquoi » ai-je chuchoté. Il a soupiré. Les gens par ici, c'est pas juste des voleurs, c'est pas juste des gangs. Ils font tourner quelque chose de plus gros, de plus moche. Ma poitrine s'est serrée. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a regardé droit dans les yeux. Mon gars, t'es pas tombé sur un vol. T'es tombé sur une chasse. J'ai cligné des yeux. Une chasse. Il a hoché la tête. Certains par ici pensent que tuer des étrangers garde leur terre propre. Leurs mots, pas les miens. Ils attirent les véhicules, les dépouillent, chassent ceux qui survivent. Ils font ça depuis des années. Je suis devenu froid. Ils pensaient que j'étais quelqu'un d'autre. Ça n'a pas d'importance, a-t-il dit. Ils t'ont vu. C'est tout ce qu'il faut. Ma gorge s'est serrée. Et ils reviendront. Il n'a pas répondu tout de suite. Oui, a-t-il dit doucement, mais pas pour toi. J.I. avalé ma salive. Alors pour qui? Il a fixé la fenêtre. Pour n'importe qui assez malchanceux pour conduire sur cette route. Le fermier m'a ramené en ville dans son vieux camion. Je ne suis pas retourné à Red Saint des Pizzas. Je n'ai pas fait mes bagages. Je n'ai pas expliqué. J'ai juste attrapé mon portefeuille, mon sac à dos, et je suis allé directement à la gare routière. J'ai acheté le premier billet pour n'importe où ailleurs. Mon téléphone a vibré avec des messages d'Aldo. Bro, t'es où? Allo, mec. WTF est arrivé à la voiture. Jéric, réponds-moi. Je l'ai bloqué. J'ai quitté l'Arizona ce jour-là et je ne suis jamais revenu. Pas pour les amis, pas pour les adieux. Pas même pour mes affaires. Mais une chose est restée avec moi. Une pensée que je n'arrive pas à chasser. Ces gars n'ont pas crié « Attrapez le livreur ». Ils ont crié « Attrapez-le ». Comme s'ils savaient qui ils voulaient. Comme si ma présence là-bas n'était pas un accident. Et quelque part au fond de moi, je pense que la commande n'était pas pour une pizza. Je pense que la commande, c'était pour moi.
Je n'aurais jamais cru qu'une simple nuit de livraison de pizza pourrait changer à jamais ma façon de voir les gens. Mais cette nuit-là sur Red Budland, putain, ça m'a arraché quelque chose. Quelque chose que je ne pense pas pouvoir récupérer un jour. Je suppose que je devrais commencer par avant tout ça, pour que vous compreniez comment j'ai atterri là-bas, pourquoi j'ai ignoré chaque signe d'avertissement comme un idiot, et pourquoi je me suis répété sans cesse. Mec, calme-toi. Tu suranalyses. Même quand tout en moi hurlait que ce n'était pas le cas. Je livre des pizzas à Cedar Ridge, dans le Missouri, depuis un peu plus de 3 ans. Une ville tranquille, des gens sympathiques, l'ambiance Midwest habituelle. Les gens laissent leur guirlande de Noël trop longtemps. Tout le monde vous salue quand vous passez en voiture. Et il y a toujours un vieux bonhomme au dîner qui se plaint que les ados ne bossent pas aussi dur qu'en 85. Je m'appelle Rowan et j'avais du mal à recoudre les morceaux de ma vie après 2 années difficiles. D'abord, ma mère est morte soudainement. Ensuite, mon oncle m'a viré de chez lui parce qu'il avait besoin de récupérer le sous-sol, même s'il ne s'en servait jamais. J'ai fini par dormir dans ma voiture pendant des mois avant de réunir assez d'argent pour louer un minuscule studio au-dessus d'une laverie. Le genre d'endroit où les murs tremblent chaque fois que quelqu'un fait tourner le sèche-linge. Livrer des pizzas n'était pas le rêve, mais ça gardait les lumières allumées. À peine. Notre boutique, Rusty's Pizza, ne payait pas de mine de l'extérieur. L'enseigne clignotait, le parking était fissuré, et chaque fois qu'il pleuvait, l'eau formait une petite mare près de la porte d'entrée comme un lac miniature. Mais notre nourriture, les gens l'adoraient. Surtout notre pizza double fromage fondant. Et notre zone de livraison s'étendait plus loin que n'importe quel autre magasin aux alentours, ce qui signifiait des commandes plus grosses, des pourboires plus gros, et beaucoup de tarés de nuit. Beaucoup. Mon manager, Hollis, plaisantait toujours. Le shift de nuit, c'est là que se trouve le vrai argent, Rowan. Et parfois, les vrais psychopathes. Mais bon, l'argent, c'est l'argent. Je riais avant. Plus maintenant. La nuit où tout a basculé, le 14 juin 2023, l'air était lourd d'humidité. Le genre où votre chemise colle dans votre dos, même quand vous êtes juste debout. J'avais enchaîné les livraisons toute la soirée et j'en étais à ma dernière de la nuit. J'étais épuisé. Mes pieds me faisaient un mal de chien et les sangles du sac de livraison me sciaient les omoplates. J'ai regardé la commande à l'écran. 6 grandes pizzas, 3 côtés d'El Barbecue, 2 pains à l'ail, 4 sodas. Total, $142, $67. L'adresse, 3289 Red Budland. Je l'ai fixé et j'ai marmonné. Oh, putain non. Red Budland était une de ces routes de campagne en dehors de la ville où les réverbères s'arrêtaient et où les gens gardaient des chiens qui aboyaient après le vent. Les livreurs détestaient y aller. Ce n'était pas forcément dangereux, juste isolé et flippant comme l'enfer après la tombée de la nuit. La dernière fois, un de nos gars a livré là-bas. Un raton laveur est entré dans sa voiture et a refusé de partir. Mais les grosses commandes signifiaient de gros pourboires et j'avais besoin de chaque centime. Rowan a hurlé Hollis depuis la cuisine. Cette commande de Red Bud, c'est pour toi. Ensuite, t'as fini pour la nuit. Waze. Ouais, ai-je marmonné. Tu me jettes au loup. Pourquoi pas? Hilary. Détends-toi, gamin. Ça va aller. Les gens par là-bas sont juste excentriques. Je n'ai pas discuté. J'ai attrapé les sacs, les ai fourrés dans mon coffre, et j'ai commencé la route hors de la ville. Le ciel était noir comme de l'encre quand j'ai atteint les faubourgs tranquilles. Les maisons se faisaient plus rares. Les arbres avalaient la route. Mon GPS ne cessait de bugger, disant des trucs comme « tournez à gauche », quand la seule chose à gauche était une parcelle de forêt assez épaisse pour cacher un putain d'ours. Enfin, la voix a dit « arrivez à destination ». J'ai regardé par le pare-brise. Pas de maison, juste une longue allée de gravier disparaissant entre 2 rangées d'imposants pins. Super, ai-je marmonné. Kit de démarrage pour film d'horreur. J'ai commencé à rouler sur le chemin de gravier. Mes phares ont capté des aperçus d'équipements agricoles rouillés, une boîte aux lettres tordues, et ce qui semblait être un vieux camion recouvert d'une bâche. La maison a finalement apparu, en retrait de la route, à 2 étages. Son revêtement était délavé par des années de négligence. Pas une seule lumière n'était allumée. Toutes les maisons autour avaient des lampes de porche brillant chaleureusement. Mais pas celle-ci. Elle était tapie dans l'obscurité. Mon rythme cardiaque a accéléré.
Puis mon téléphone a vibré. Nouvelles instructions de livraison, utilisez la porte arrière. Frappez 3 fois. J'ai gelé. Ok, c'est bizarre à un niveau surréaliste. J'ai chuchoté. Porte arrière. Frappez 3 fois. Qui diantre-écrit des trucs comme ça? J'ai soupiré. Ça ferait mieux d'être un pourboire généreux. J'ai garé la voiture près du côté de la maison où un étroit chemin de pierre menait vers l'arrière. Le chemin était à peine visible. Des mauvaises herbes envahissantes atteignaient mes genoux, frôlant mon jean alors que je marchais. Les sacs de pizza semblaient plus lourds à chaque pas. J'ai contourné le coin et trouvé la porte arrière. Elle avait l'air ancienne, en bois, gonflée par l'humidité, la peinture écaillée et une poignée rouillée. J'ai tout sauté et frappé 3 fois comme les instructions le disaient. La porte s'est ouverte instantanément, comme si le gars avait attendu, l'oreille collée contre la porte. Il se tenait là, me fixant avec une étrange intensité. La cinquantaine, vêtue d'une chemise à carreaux trop grande, barbe mal entretenue, cheveux gras comme s'il n'avait pas vu de shampoing depuis une semaine. Sa voix était basse et rauque. « T'es en retard. » J'ai cligné des yeux. Il est 23h52. Google Decide 26 minutes. C'est plutôt pas mal pour nous. Il n'a pas souri. Apporte ça à l'intérieur. J.I. avalema salive. Politique de l'entreprise. Je ne peux pas entrer dans la maison. Je peux tout vous donner à la porte. Il a reculé, exposant un couloir sombre derrière lui. J'ai besoin d'aide pour le porter. Mon dos est mauvais. Vous voyez? Il a tapé dramatiquement sur son bas du dos. Vous entrez, vous posez ça sur le comptoir de la cuisine. C'est tout. J'ai jeté un coup d'œil derrière lui. Pas de lumière, pas de son, juste l'obscurité et une étrange odeur chimique s'échappant de la maison, âcre, piquant mes narines. Monsieur, j'ai réessayé. Je ne peux vraiment pas. Si vous le laissez, il a interrompu, la voix montant. Je vais signaler que vous n'avez pas livré correctement. Vous voulez ça? Vous voulez payer toute cette nourriture sur votre salaire. Mon estomac s'est noué. La politique de Rusty était stricte. Si un client prétendait que la commande n'avait pas été livrée correctement, l'entreprise retenait le montant sur notre paie. Il savait exactement ce qu'il faisait. D'accord, ai-je murmuré, mais juste jusqu'à la cuisine. Il s'est écarté. J'ai fait un pas en avant. J'aurais dû courir. Le couloir sentait mauvais. Pas pourri, pas moisi, juste chimique, comme de l'eau de javel mélangée à quelque chose de tranchant et métallique. Mes yeux piquaient. Les murs étaient bordés de vieux cadres photos, mais chaque photo avait été enlevée, laissant des rectangles poussiéreux vides. Le gars marchait devant moi. La cuisine est par ici, mais il ne se dirigeait pas vers la gauche où se trouvent habituellement les cuisines. Il marchait droit dans le couloir vers une porte fermée. Tout au fond, monsieur, ai-je hésité. La cuisine n'est pas. Elle est en bas, a-t-il dit, la voix plate. Ma famille t'attend en bas. Mes pieds ont cessé de bouger. En bas. Oui. J'ai essayé de rire. Je ne savais pas que les gens gardaient des cuisines dans les sous-sols par ici. Il n'a pas ri en retour. On aime l'intimité. Quelque chose dans la façon dont il a dit « on » a fait exploser des frissons sur mes bras. Écoutez, ai-je dit lentement. Pourquoi je ne pose pas juste les sacs ici? Votre famille peut venir les chercher. Il s'est retourné. Dur. Non. Le mot a claqué comme un fouet. J'ai forcé ma respiration à rester normale. Pourquoi pas? Ils ne peuvent pas monter, a-t-il craché. D'accord, doucement, ai-je dit, levant les mains. Je n'essaie pas de commencer quelque chose, mec. Il a fait un pas vers moi. Pas vite, mais intentionnel. Calcule. Bloquant la seule sortie. Mes invités n'aiment pas attendre, a-t-il chuchoté. Surtout pas pour les nouvelles personnes. J'ai cligné des yeux. Nouvelle personne. Ses lèvres se sont étirées en un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Tu verras. Ma gorge est devenue sèche. Non. 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 J'ai sorti mon téléphone négligemment, faisant semblant de vérifier la confirmation de paiement, puis j'ai appuyé sur le bouton d'appel pour le premier contact. Ma cousine Leslie. Ça a sonné. Reponder. Peu importe. J'avais juste besoin qu'il l'entende. Et, las, ai-je dit fort.
Ouais, je suis à cette livraison de Red Budlan, porte arrière. Super sombre ici, hein? Bref, tu peux passer. Le client a besoin d'aide pour porter des trucs en bas. L'homme s'est figé comme un cerf dans les phares. J'ai continué à parler. Ouais, je me suis garé près de l'abri. Je le vois depuis la porte. Ça devrait te prendre qu'1 minute pour arriver. Son visage a changé. Panique, cholera. Je ne pouvais pas dire, mais il a reculé. Petit avantage. Je l'ai saisi. J'ai glissé sur le côté, serrant toujours les sacs de pizza, me déplaçant vers la sortie sans avoir l'air de fuir. Puis, des pas lourds ont résonné derrière nous. Une voix a tonné depuis le fond de la maison. Où est la fille? Tu as dit qu'elle descendait. Fille, je suis un mec. Quelqu'un d'autre est apparu, grand, large, chauve, portant une salopette crasseuse. Ses yeux m'ont scanné comme s'il choisissait des morceaux de viande. Elle avait de la compagnie, a craché le premier homme. Elle a appelé quelqu'un. Il a fallu la laisser partir. On peut s'occuper de la compagnie. L'homme chauve a grogné. Personne ne vient par ici si tard. Ma poitrine s'est glacée. Ouais, eh bien, elle s'en va. Le premier homme a aboyé. C'était ma chance. J'ai plongé vers la porte, l'ai ouverte d'un coup, suis trébuché dans la nuit et ai sprinté vers ma voiture. Ha! A crié quelqu'un derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai plongé dans ma Honda, claqué la porte, verrouillé et reculé si vite que j'ai failli heurter un arbre. Du gravier a giclé derrière moi alors que je sortais de cette allée comme un dératé. Quand j'ai atteint la route principale, j'ai enfin osé respirer, des inspirations saccadées et inégales. Puis je l'ai vu dans mon rétroviseur. La porte du garage de la maison était partiellement ouverte. À l'intérieur, des feuilles de plastique transparent pendaient. Des colliers de serrage éparpillés sur le sol et quelque chose de métallique brillait sous un établi. Mes mains tremblaient alors que je composais le 911. Ce qui s'est passé ensuite me hante encore. La police a envahi la propriété en 20 minutes. Ils m'ont dit de rester à proximité pour ma déposition. J'ai garé ma voiture au bas de la route, les mains tremblant toujours. Quand les premiers officiers sont entrés dans le sous-sol, l'un d'eux est sorti et a vomi. Je l'ai vu. Il y avait des cris, des radios crépitants, plus d'unités arrivant, des lumières bleues et rouges rebondissant sur les arbres. Des heures plus tard, un détective s'est approché de moi. Détective Harris, moustache argentée, yeux fatigués. « Mon gars, a-t-il dit, tu t'es sauvé ce soir, et tu as probablement empêché quelque chose de vraiment mauvais d'arriver à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il y avait en bas ?» ai-je chuchoté. Il a hésité. Puis il a parlé doucement. Une pièce insonorisée, des anneaux métalliques boulonnés dans le béton. Des chaînes, une baignoire vidée, des rouleaux de cordes, des bocaux de chloroforme et 3 cartes d'identité appartenant à des femmes portées disparues depuis 1 an et demi. Tout avait été vu pour la dernière fois. Vous l'aurez deviné, en train de livrer de la nourriture. Mon estomac s'est tordu. Le détective a continué. Tu es arrivé au mauvais moment, ou peut-être au bon, selon comment tu vois les choses. J'ai fixé le sol. Et les hommes? Ils se sont enfuis, a-t-il dit. Mais on les retrouvera. Ils savent qu'on est sur leur piste maintenant. J'ai frotté mes bras, soudain froid. Ils savaient que c'était ma dernière livraison. Ai-je chuchoté? Comment? Le détective Harris m'a regardé, l'expression grave. C'est ça qui me glace, a-t-il dit. Il surveillait les applis, traquait les livreurs, apprenait les routines. Il planifiait tout à la minute près. Tu n'as pas été choisi au hasard. Une bourrasque de vent a agité les arbres. Tout semblait faux. Tout semblait souillé. J'ai pensé au sous-sol, à l'odeur chimique, à l'obscurité derrière cette porte, à la façon dont il avait souri en disant « nouvelle personne ». Et j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Il ne préparait pas un repas pour des invités. J'étais censé être l'invité. De la nourriture pour eux, un divertissement, une nouvelle victime, une nouvelle carte d'identité pour le tiroir. Et si je n'avais pas passé cet appel, si je n'avais pas fait semblant que quelqu'un arrivait, j'aurais été coincé dans ce sous-sol, dans une pièce conçue pour que personne n'entende mes cris. Parfois, j'entends encore leur voix dans mes rêves. Mes invités n'aiment pas attendre. Où est la fille? On peut s'occuper de la compagnie. Mais ce qui me hante le plus, ce n'est pas ce qu'ils ont dit.
c'est ce qu'ils n'ont pas dit. C'est le fait qu'ils se soient échappés dans l'obscurité. Et qu'ils connaissent mon visage maintenant. Ils connaissent mon nom. Ils savent où je travaille. Et chaque nuit où je quitte le magasin après minuit, je vérifie chaque voiture autour de moi, chaque ombre, chaque camion garé. Parce que ces hommes, ils n'ont pas fini. Des gens comme ça ne s'arrêtent jamais. Pas parce qu'ils ont faim, mais parce qu'ils aiment se nourrir de la peur. Et j'ai failli être leur prochain repas.